Salut tout le monde, c'est Romain et Florian. Salut. On vous retrouve aujourd'hui à deux pour discuter d'un produit avec différentes utilisations de nos deux côtés. Beaucoup d'attentes sur ce produit-là. Il s'agit, vas-y. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Ouah, t'as réussi mec. Et champion shake. Pas évident à dire quand même. Cette caméra-là est sortie il y a très peu de temps au grand public. On a pu la découvrir à Manchester chez Blackmagic dans des conditions un peu particulières. Il faut pas oublier que c'est une caméra ultra abordable. Ouais, moins de 1500 € en fait. C'est vraiment ça, c'est pour ça que le titre peut porter à confusion, on peut se dire ah vas-y c'est un titre putaclic, mais non, c'est vraiment la réalité, c'est est-ce que c'est la meilleure caméra pour 1000 € environ? C'est la question que je vais poser de mon côté spécifiquement à Florian, parce que Florian est indépendant, il réalise beaucoup de vidéos production pour différentes sociétés, etc. Il a l'habitude d'utiliser du coup beaucoup de caméras dans différentes situations, et c'est ce qui m'intéresse avec cette caméra-là, parce que je pense pas que ça soit la meilleure caméra de mon côté pour toutes les situations. Déjà, peut-être qu'il faut spécifier un truc, ce n'est qu'une caméra. Ce n'est qu'une caméra, il faut pas le prendre comme une caméra polyvalente où on peut faire de la photo avec, comme des boîtiers type Sony A7S II ou Panasonic, ou des Canon. Là, c'est vraiment purement fait pour de la vidéo. Il y a un bouton photo, mais en gros, ça va prendre une capture de votre vidéo. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout. On vous laissera évidemment plusieurs liens dans cette vidéo, notamment le Instagram de Florian. Mec, on approche petit à petit des 5000. Merci d'ailleurs. C'est moi qui régale. 5000 abonnés sur le compte Instagram de Florian. On organisera un concours, c'est promis. Ça y est, je pense qu'on va pouvoir au fur et à mesure en parler un petit peu. Tout ce décor là, et peut-être qu'il faudrait l'avouer, c'était un décor un peu temporaire. Je vous ai menti. Non mais vraiment, c'était un décor temporaire. Il y en a plein dans la description. Ton rideau il est dégueu. Le bureau il est pas ouf. Il y a des gros setup, mais vraiment genre des grands locaux, et c'est pour très bientôt. On a mis un petit teasing sur Twitter, donc allez voir ça, checkez ça et checkez tous les liens que je laisserai également dans la description. Florian, on commence avec cette caméra là, déjà avec l'objectif qu'on s'est procuré de notre côté, parce que cette caméra là c'est du micro 4 tiers, on n'est pas là sur un full frame au niveau du capteur. Ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, comme le choix des objectifs. Alors le micro 4 tiers, il y a des avantages, des inconvénients. Je sais qu'il y a des gens, des indépendants notamment, qui ne supportent pas le micro 4 tiers et d'autres qui adorent ça. Donc après c'est chacun son avis, chacun sa sensibilité par rapport à vos projets quoi en fait. La première raison c'est le ratio. Quand tu as un 14 mm sur un micro 4 tiers, le capteur étant plus petit, ça équivaut pas vraiment à un 14 mm. En gros c'est l'équivalent d'un x2. Quand on a un 25 mm sur un micro 4 tiers, ça équivaut à un 50 mm sur un plein format. Donc ça il faut le prendre en compte. Tous les plans grand angle et tout, t'oublies un petit peu. Alors après je les vois très vite venir aussi. Évidemment, il y a plein de bagues d'adaptation qui existent. Ça nous enlève pas ce crop là avec ce résultat en micro 4 tiers, mais les bagues d'adaptation peuvent nous permettre d'avoir des objectifs Tamron, Sigma, Canon, Nikon et autres. Après avoir testé différentes bagues, je m'aperçois que le résultat, il est pas exactement pareil que si t'avais pas de bague. Je trouve que suivant les bagues d'adaptation et suivant les objectifs qu'on vient placer dessus, la réactivité n'est pas la même, la stabilisation n'est pas la même et l'autofocus aussi n'est pas le même. Ça dépend vraiment des objectifs, donc j'ai encore du mal aujourd'hui. Alors après, j'en suis encore qu'au début, au niveau de l'utilisation des bagues d'adaptation. Jusqu'à présent, on travaillait sur du Canon, donc on avait du Canon. C'était très simple. Si vous avez vraiment des super bagues d'adaptation à nous noter et autres, pas besoin de nous hurler dessus, hein. Tu postes ton commentaire, après avoir liké la vidéo évidemment, parce que tu nous aimes bien quand même. Mais vraiment, n'hésitez pas à le faire, à nous conseiller aussi des produits. Faut pas oublier que c'est pas parce que la chaîne, il y a beaucoup d'abonnés dessus ou autre, qu'on est censé savoir beaucoup plus de choses que vous. Oui, on est passionné, mais pas expert à 100%. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de photo, enfin tu vois, je suis juste passionné, arrivé là même en ayant fait des écoles, on maîtrise pas à 100% chaque matière. Voilà. Au niveau de l'utilisation, du coup, Florian, il y a un truc moi qui m'a un peu choqué quand j'ai testé cette caméra-là, c'est un peu l'autonomie et le fait de me déplacer avec cette caméra. Est-ce que finalement, c'est une caméra qui est faite pour du studio, ou est-ce que c'est une caméra qu'on peut emmener quand même, tu vois, dans un salon? On l'a testé en salon aussi, en déplacement. Ouais, alors en fait la caméra, moi je ne l'utiliserai pas forcément, je me verrais pas passer une journée entière au CES, par exemple, juste grand avec cette salon caméra high-tech. Voilà. Je pense que c'est plus une caméra que tu emmènes pour une interview, pour un petit sujet où tu sais que tu as le temps de la poser sur un trépied, etc. Ou alors que c'est vraiment une petite fiction où tu sais que tu peux changer régulièrement de batterie, que tu as des chargeurs à proximité, etc. Mais de partir une seule journée avec 3 ou 4 batteries même dans son sac, c'est presque risqué. Alors après, on a une version de pré-prod. On n'a pas vraiment, on n'est pas allé lâcher à la Fnac quoi, tu vois, c'est voilà. Donc Blackmagic nous a envoyé ce modèle et on sait que ce n'est pas le modèle qui est commercialisé vraiment. Donc il se peut qu'on ait des petits soucis d'autonomie dus à ça.
Donc c'est un peu compliqué de vous donner vraiment le ressenti final par rapport à l'autonomie, la véritable autonomie. Voilà. Moi je pense que cette caméra-là va révolutionner un marché, c'est le marché des jeunes vidéastes qui jusqu'à présent soit économisaient 20 ans, mais c'était pas forcément dans ce cas-là, pour s'acheter une énorme caméra de cinéma, mais même, quand je dis énorme caméra, c'est pas forcément RED ou autre, hein, c'est même des caméras de chez Canon, les C200, les C300 et autres, c'est quand même un certain prix, et la plupart du temps, ils les louaient. Et la location à la journée, même si c'est 150, 200 € par jour, tu te dis qu'au final, pour 1300 balles à peu près, c'est ouf, t'as très vite fait de rentabiliser ce matériel-là. Et je pense, et ayant participé à quelques tournages, je pense vraiment que c'est une caméra qui peut, avec différents accessoires, rivaliser réellement avec une caméra de production en studio. Je pense notamment à des petites émissions en plateau, comme tu le disais, tu mets 3-4 caméras comme ça sur des trépieds, t'en as encore moins cher qu'un Index Mark II, ouais, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est fou. C'est hyper abordable et en plus ça permet de sortir une qualité assez folle. On peut filmer, Explique on n'a pas encore justement, dit, mais ouais. déjà on peut filmer en 4K 60 images secondes, en Full HD 120 images secondes. On peut enregistrer au format ProRes ou en format RAW. Donc le format RAW c'est quand même exceptionnel, on peut changer a posteriori l'ISO, la balance des blancs sans dégrader l'image, on peut faire plus de retouches de couleurs sans dégrader l'image parce c'est que un format brut. C'est pas compressé ou très peu compressé. Et en plus on a une sortie HDMI qui permet de la brancher typiquement à un mélangeur pour faire des émissions multicaméra, etc. Donc et c'est des connectiques qu'on voit en général en format mini sur d'autres caméras, des boîtiers réflexes et autres, mais là c'est le vrai HDMI, donc c'est hyper pratique. Entrée aussi microphone jack, sortie avec les écouteurs. Et mini XLR aussi. Mini XLR, ouais. Non c'est fou. Il y a des connectiques quand même assez, on va dire, professionnels ou semi-professionnels en tout cas, qui sont accessibles dans un boîtier vraiment pas cher. C'est ça qui est cool. Il y a des utilisations aussi pro qu'on retrouve sur cette caméra là. On s'est amusé il y a pas longtemps, surtout toi depuis plus longtemps que moi, à créer des LUTs, des presets. Alors à quoi ça sert? Les LUTs, ce sont différentes couleurs ajustées, tout ça dans un même package qu'on peut placer dans la caméra et grâce à un seul bouton, on choisit ou non d'appliquer notre combo de colorimétrie. Et c'est ce qui fait que avant même de rendre notre vidéo, avant même d'enregistrer sur la caméra, on peut importer un LUT directement pour voir à l'image ce que ça va donner avant de filmer. C'est super intéressant et sachant qu'on en avait déjà proposé au téléchargement, je vous relaisse aussi les liens dans la description, j'avais expliqué ça un peu plus en détail sur Instagram. C'est une utilisation pro qu'on n'a jamais eue sur un IndX, sur d'autres caméras, et c'est vrai que c'est cool, parce que du coup tu peux te dire, tiens, est-ce que le LUT que j'ai fait hier va s'appliquer à telle scène? Ah bah non, finalement on en refera un, parce que regarde là, ça m'a cramé les blancs, tu vois, c'est vraiment intéressant là-dessus je trouve. En fait, sur un tournage, ce qui est utile, c'est de pouvoir se rendre compte de à quoi va ressembler notre vidéo finale avec les couleurs qu'on souhaite. On intègre le LUT dans la caméra, ça ne nous empêche pas de filmer en flat, en log, on va dire, directement, mais on aura un aperçu sur l'écran des couleurs finales. C'est ton filtre Instagram quoi. C'est ça, c'est un peu vulgairement le filtre Instagram qu'on applique dessus. Ils vont nous détester les vidéastes mec. C'est le filtre Instagram qu'on applique dessus qui nous permet de nous rendre compte de la potentielle vidéo finale qu'on aura à la sortie au montage. Au niveau de la prise en main, eh ben écoute, honnêtement, le boîtier est assez large, mais très large. Ouais, un peu trop, mais on le prend bien en main, tu vois. Là, le grip ici est assez agréable. C'est vrai. On peut bien le maintenir comme ça. L'écran est immense. Il n'y a aucun bouton mal placé. C'est ça, on a tout. Il y a la place pour vraiment poser son pouce sans dérégler quoi que ce soit. Je trouve que c'est agréable à l'utilisation dans ce sens-là. Et juste l'interface, c'est Blackmagic OS. Ils ont créé spécifiquement ça pour cette caméra, je crois. Et le tactile il répond super bien. C'est vraiment bien fait. Et par rapport à tous les autres menus, Canon, Sony, Panasonic, etc., c'est vraiment le plus intuitif et le meilleur à mes yeux. Voilà. C'est vrai qu'il est très simple. Moi-même, j'ai eu très peur quand je suis arrivé là-dessus. Je voyais des réglages de LUT, des réglages de vidéo, du ProRes, du 4K RAW. J'y comprenais rien. En plus de ça, tu peux associer maintenant des disques externes. Ah oui, on a oublié de le préciser, mais il y a un port USB-C. Et on peut soit recharger la caméra, je crois, soit l'utiliser pour brancher un disque dur ou un SSD et enregistrer directement sur le SSD en le branchant à la caméra. Donc au niveau des fonctionnalités, ça peut faire peur, mais après, franchement, allez, 24 heures d'utilisation, tu t'y fais quand même très vite et c'est très vite agréable. On s'en passe pas vraiment, hein, quand je suis revenu au 1DX et que j'essaie de toucher machin, c'est pas aussi grand, c'est pas pareil quoi. On a cependant un peu galéré avec l'autofocus. Ouais.
Alors, Je comprends pas. Alors pareil, est-ce que c'est parce que c'est une pré-prod et autres? Est-ce que c'est notre objectif? Dites-le nous, hein. L'autofocus, il fonctionne lorsqu'on appuie sur le tactile, sur la tête, hop, ça se met bien sans problème. Mais il n'y a pas vraiment de suivi autofocus. Si je me décale par exemple, bah, il va garder l'autofocus que j'ai fait au tactile il y a de ça 5 minutes quoi. J'ai pas trop compris encore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses voilà, à travailler encore avec cette caméra là. Mais pour moi, c'est la meilleure solution à adopter si vous faites de la vidéo en studio et que vous souhaitez surtout avoir plusieurs caméras identiques sans débourser 25 000 € pour mettre 5 000 € dans chaque caméra et dans chaque équipement. Florian, est-ce que c'est la meilleure caméra pour toi aux environs des 1000 € aujourd'hui? C'est un peu mitigé parce que la meilleure caméra, en sachant qu'on a le GH5 qui est à peu près dans les mêmes tarifs, qui est aussi en micro 4 tiers et qui, je pense, a une meilleure autonomie, sûrement un meilleur autofocus que ça. C'est un peu mitigé. Il y a beaucoup d'aspects professionnels que j'aime bien dessus. Mais pour l'instant, vu l'autonomie et le fait qu'on ne puisse pas l'utiliser comme appareil photo quand on aime en faire en plus en indépendant et qu'on est un peu polyvalent, on est un peu limité, tu vois. Si je devais choisir cette caméra, je me verrais obligé d'acheter un réflexe à côté pour la photo uniquement. Je suis d'accord. Et quand on a par exemple un GH5 ou un Sony ou un Canon, on peut faire les deux en même temps. Et c'est assez pratique quand même de n'avoir qu'un seul boîtier à emmener. Voilà. Vous avez la réponse sûrement à la plupart de vos questions. S'il y en a encore, bah, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on y répondra, on essaiera avec Florian de répondre au moins à quelques questions importantes en commentaire. De notre côté, voilà, vous avez notre réel avis. Pour nous, avec notre utilisation, c'est pas forcément la caméra qu'on va adopter parce qu'on aime faire plein de choses différentes. Maintenant, dans une utilisation studio, on peut la recommander sans problème. Si vous la branchez en alimentation, que vous travaillez avec des SSD externes et tout, c'est un régal. DaVinci, tu veux en parler un petit peu juste avant de finir? Bah simplement, je vais essayer de monter cette vidéo avec DaVinci. Donc, bonne chance, mec. Voilà. Non, honnêtement, je l'ai essayé un petit peu, c'est assez intuitif, mais c'est un logiciel assez abordable qui permet de faire de la colorimétrie, un peu de retouche audio, et voilà, il y a une partie fusion qui est intégrée, qui est une sorte de mini After Effects, je crois, à l'intérieur. Donc c'est un bon logiciel. Si vous voulez l'essayer, honnêtement, il y a une partie gratuite, donc faites-vous plaisir. Bon, on verra. Je vais monter avec. Sur ce logiciel de Blackmagic. Passe là, maintenant, là, tout de suite, une mini-séquence quand t'as déjà fait 4 heures de rush en mode... Bah écoutez, voilà, l'interface, ça ressemble à ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé, et puis je vous donnerai mon avis aussi plus tard. A très vite, retrouvez Florian sur Instagram, n'oubliez pas 5000 abonnés, on prépare un truc, c'est sûr. Prenez soin de vous, ciao tout le monde. I ain't a man that you've been looking for. Hearts being darker than a devil's soul.